Alors, je m'assois confortablement, j'essaie de trouver la position idéale sur ma chaise, comme un équilibre entre le confort et en même temps, tout en restant bien alerte. Je prends contact avec l'énergie de mon corps. Est-ce qu'il y a des tensions, des inconforts? Et je prends un moment tout simplement pour prendre conscience de ce qui est là, sans essayer de changer quoi que ce soit. Je prends contact avec mon souffle, ma respiration. J'observe ce mouvement silencieux qui a lieu naturellement dans mon corps. Et plus je suis à l'écoute de ma respiration, plus je me laisse bercer tranquillement par ce rythme apaisant dans mes poumons. Je prends le temps de créer un sentiment de bien-être à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Comme si mon corps était un temple. Et je permets à l'énergie de circuler dans les différents endroits de mon temple, notamment jusqu'aux extrémités, les mains. Je relâche les tensions des mains, des bras. Je laisse mes épaules s'alourdir, se relâcher. Je permets à mon bassin de s'asseoir plus profondément sur mon siège. Et je garde mes pieds posés à plat, en contact avec le sol, la terre. Ma nuque est légère. Je laisse mes mâchoires doucement s'entrouvrir et ma langue se délier à l'intérieur de ma bouche. Je relâche mon cuir chevelu. Je déplisse mon front. Et je prends conscience que maintenant mon temple est un espace où il fait bon vivre. Le temple de mon corps. Cette merveille de la nature dans laquelle il m'est donné de vivre. Je prends conscience que je suis la flamme allumée à l'intérieur du temple. Je suis l'étincelle de lumière, l'étincelle de conscience. Je brille bien allumée. Et je prends un moment pour me ressentir derrière mes yeux, derrière mon front.
Si mes yeux sont fermés, alors je les entrouvre tout doucement de façon à créer une petite fente. Je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a devant moi dans la pièce, mais je reste derrière mes yeux, comme si les yeux étaient des fenêtres, des fenêtres de l'âme, de la flamme que je suis. Je prends conscience de mon énergie, probablement plus calme que lorsque je suis arrivée ici ce soir. Je me sens maintenant plus déposée. Je suis la flamme paisible qui brille. Toujours derrière mon regard, derrière mon front. Et j'imagine que moi, étincelle de lumière qui brille dans le temple de mon corps, je vais illuminer tout mon corps avec l'énergie de la paix, du calme. Comme si je transportais une chandelle un peu partout dans les différents recoins d'un temple. Je laisse la lumière de la paix se répandre dans mes organes, dans mon crâne, circuler à travers mes bras, mes mains. Comme si tout s'illuminait et devenait empli de vie, empli d'énergie. Mes jambes, mes pieds, tout devient lumière, lumière de paix. Une paix qui m'apaise profondément. Cette énergie circule à travers ma colonne vertébrale et tous les muscles de mon corps. Je prends conscience maintenant que des pieds à la tête, en passant par mes bras, mes mains, tout le temple, le magnifique temple de mon corps, est empli de lumière, est illuminé. Parce que moi, l'être de conscience, j'ai pris le temps d'allumer ma flamme. Flamme de paix, flamme d'harmonie, flamme d'amour. Quand je prends le temps de me redonner à moi-même tout ce dont j'ai besoin, de repenser à mes qualités, alors je suis dans un geste d'amour pour le soi. Je réalise ma valeur, mon unicité, sur la base d'un profond sentiment de bien-être en moi-même, avec moi-même. Je n'ai plus d'attente envers moi-même. J'en ai probablement moins envers les autres. Il me semble que lorsque je suis en contact avec ce qu'il y a de beau et précieux en moi,
Je n'ai plus envie de me comparer, mais je m'accepte tel que je suis. Et mon cœur dégage un amour, une bienveillance naturelle. Dans ce naturel, moi, la flamme de conscience, je brille. Je laisse maintenant mon temple dégager toute sa lumière, tout ce bien-être, en imaginant que des vibrations se répandent à travers les parois de ma peau et remplissent tout l'espace autour de moi. Je prends conscience des autres flammes allumées ici présentes dans la pièce. Chacune a sa valeur propre, son unicité. Et ensemble, nous illuminons tout cet espace de pensées pures, bienveillantes, qui nous relient les uns les autres, qui nous permettent de diffuser au-delà même de la pièce notre lumière. J'imagine cette lumière se répandre dans les rues du quartier, dans la ville et au-delà. Et en même temps, je reviens au centre de mon front, derrière mes yeux, derrière mon front. Et je réalise que c'est là que je suis moi, la flamme de conscience, la flamme de paix, que je suis bien allumée, bien en vie. Et je prends un moment pour savourer cet instant de bien-être que je me suis offert en méditant. Moment de gratitude, un moment d'appréciation. Om Shanti. Je suis une âme paisible.
bienvenue, content de vous retrouver. Ce que j'ai rêvé, il y avait quelqu'un assis là qui avait une voix angélique, magnifique. Elle a disparu, s'est envolée comme la voix. D'abord, un sentiment que je ressentais très profondément tout de suite, c'était vraiment l'appréciation et la gratitude d'être là et de savoir que j'allais être avec vous ce soir. Et je sais que ça paraît très, comment je pourrais dire, sentimental, mais est-ce que le micro est très fort ou non? Ça va? C'est bien? Donc le sentiment que je ne prends jamais pour acquis le mercredi soir comme étant une soirée de conférence. J'aime pas tellement ce mot conférence, mais j'ai toujours un rapport avec le mercredi qui est très particulier. Tout à l'heure, j'étais à Ottawa et je prenais le train en espérant qu'il arrive sans avoir 2 heures de retard ou quelque chose comme ça, mais Christelle était prête. Et je me disais pourquoi j'ai envie, en fait, d'être là aussi le mercredi soir. Et je me rendais compte qu'il y a vraiment une appréciation pour chacun d'entre vous et retrouver, certains viennent depuis quelques décennies maintenant. Ils sont là depuis longtemps, qu'on se connaît, on a vécu, certains sont venus alors qu'on n'était même pas ici à l'émergence, mais on était dans un autre local. Et je trouve que c'est précieux qu'on ait ce temps pour réfléchir ensemble, pour non seulement réfléchir, mais essayer de reprogrammer certaines choses en nous, des fois, de repenser à ce qu'on est, à qui on est. Et je me dis qu'il y a un lien humain qui est le plus important avant tout, avant toute autre chose. Alors, je vais vous signaler une affection particulière. Je suis très content de retrouver des fois des gens qui viennent, que je ne vois pas pendant un certain temps, qui reviennent, qui sont là. Passons là dans un jardin et qu'au printemps, il y a toutes sortes de fleurs qui émergent. Et après la fonte des neiges, on retrouve nos fleurs printanières. Alors, c'est très sentimental tout ça. Salutations, bonne soirée, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et aussi un sentiment qui se transporte aussi à ceux qui sont en ligne et qui écoutent des fois. Je sais que des fois des gens m'écrivent 3 mois plus tard en me disant « Je viens d'écouter ta soirée sur tel thème, qu'est-ce que tu voulais dire avec ça ?» Je me dis « Oh, c'était quand ça ?» D'accord. Alors je sais que la soirée qu'on vit en ce moment va continuer à vivre à sa façon pendant plusieurs temps. Et puis on a des amis en Afrique, en Europe. Donc je salue vraiment tous ceux qui sont liés à ce moment en direct ou dans le temps intemporel. J'aime beaucoup les commentaires d'Anne-Christelle. Je ne sais pas si vous avez apprécié combien c'est précis et... Non, elle a disparu. Elle se retourne. Non, elle a vraiment s'est volatilisée. Elle s'est désincarnée. Le corps s'est envolé après. J'aime beaucoup ses commentaires et ça m'a fait du bien. En fait, je me rendais compte, je me suis laissé prendre dans le commentaire et j'ai vraiment apprécié. Il y a quelques années, ma première réaction, je pense, aurait été de dire c'est beaucoup mieux que ce que je fais. Ah ouais, non, c'est meilleur. Évidemment, des premières réactions que j'aurais eues, je confesse, aurait été probablement la comparaison. De me comparer, puis de se dire « Ah non, c'est mieux, c'est plus clair quand même. Ouais, faudrait que j'améliore ce que je fais. » Et... Est-ce que ça vous arrive de faire ça des fois? Non? Ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation, être témoin de quelque chose et de se dire, tout de suite faire le rapport avec vous? Je sais que moi, ça a été vraiment, honnêtement, un enjeu très, très problématique dans mon cheminement spirituel. Cette notion de rapport à l'autre qui met en relief un complexe souvent d'infériorité et éventuellement de supériorité aussi dans la comparaison. Moi, j'ai souvent eu cette expérience, puis peut-être pas il n'y a pas si longtemps que ça encore, d'aller chez quelqu'un, puis d'être impressionné par le lieu. Puis, c'est beau, hein. Puis là, tout de suite, la pensée venait à ma tête. Oh, il a réussi, hein. Moi, j'ai été nul. J'ai pas. Ah non, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Je vois leur salle de bain. Ah, non, la mienne, elle est vraiment nulle. Tu vois la chambre. Oh, ça, c'est bien. Moi, j'ai pas fait ça.
Oh, il y a un jardin, moi j'en ai pas. En tout cas, c'est moi qui suis malade, je sais, mais je pense que ça arrive à d'autres des fois. Et cette attitude de se comparer est humaine, bien sûr, elle est tout à fait normale par moment. Mais des fois, elle peut être problématique. Moi, quand j'ai commencé dans les Brahma Kumaris, j'étais très impressionné par beaucoup de monde. Je voyais des gens qui étaient là depuis 20 ans, ou même en fait, même pas. Ils étaient là depuis 6 ans, puis c'était déjà des anciens pour moi à l'époque. J'avais 21 ans, je rencontrais quelqu'un qui en avait peut-être 30, puis c'était pour moi comme un aîné, un vieux, un ancien qui m'impressionnait beaucoup. Et j'ai beaucoup souffert, honnêtement, au départ, du syndrome du petit, du pas bon, du pas compétent, puis que je suis juste devant des gens talentueux. Surtout que dans l'organisation, il y a beaucoup de gens extrêmement talentueux. Des conférenciers, des gens qui font des classes, des yogis. Il y a vraiment une aura autour de beaucoup de monde. Nous, on n'est pas dans un système de gourou. On n'aime pas qu'un individu devienne un leader charismatique devant tout le monde. On a un fondateur, on a des aînés qui sont exceptionnels, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ils sont tous, chacun à leur façon, des gens exceptionnels. Et au début, honnêtement, la première fois qu'on m'a demandé de partager en public, je vous jure, j'avais mal au ventre, j'étais incapable d'avaler, c'était collé ici. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'est « ils sont tellement bons, je suis tellement nul, qu'est-ce que je vais faire ?» Puis j'essayais d'être comme les autres. La comparaison était mais complètement toxique. Dans ce sens-là, c'était une comparaison vraiment, vraiment toxique. On blague, mais au début, nous, dans les Brahma Kumaris, on a une tenue en général assez simple. Là, ça va, mais quand on est en retraite en Inde, on met on appelle ça des pyjamas, mais en fait, c'est des kurta pyjamas. C'est des tenues indiennes très simples, en coton. Ça se lave comme ça se repasse, c'est facile. Puis on a tous un peu la même tenue, ce qui est très agréable. Il n'y a pas de... Tu ne distingues pas trop le statut social de quelqu'un ou son style par sa tenue vestimentaire, normalement. Sauf que très rapidement, tu distingues la différence dans la qualité du tissu. Tout est blanc, c'est le même vêtement. Mais lui, il est plus blanc que le mien. Comment ça se fait que son truc il brille? Wow. Alors tu demandes à l'autre, tu l'as acheté où ton kurta? On est censé vivre dans la simplicité. Puis là, tu es attiré par le kurta de l'autre. Il est bien plus joli, son kurta. Tu as pris ça où? Ah ouais, au magasin. Ah, t'es rien. Je me retrouve à passer 2 jours à chercher un kurta aussi beau que l'autre. Et puis après, nous, on porte toujours les châles blancs. Et puis là, c'est pareil. Ton châle, il n'est pas aussi beau que celui de l'autre. Ça dit, ben voyons, lui, il a un châle avec les petites franges, là. Ça, c'est un look plus VIP, je trouve. Alors là, tu te cherches un look VIP avec ton châle. C'est compliqué, les yogis. Hein. Ils pensent avoir adopté une vie simpliste, mais pas du tout. On est après dans la comparaison. On va comparer toutes sortes de choses. Quelqu'un va être invité à venir devant, parler de quelque chose, puis tu l'écoutes, tu dis « Ah ouais, moi, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça comme ça. » Est-ce qu'on écoute vraiment l'autre ou est-ce qu'on se regarde dans le miroir? Et personnellement, je sais que ça a été vraiment un gros enjeu pendant longtemps de ne pas être capable de vivre sans me voir dans l'autre et de me comparer avec l'autre. Et quand je dis longtemps, là, c'est très longtemps. Et évidemment, on en est conscient, on fait des efforts, etc. Mais c'est plus fort que nous, qu'est-ce que tu veux? Puis l'exemple, est-ce que je dois continuer les exemples? Vous avez compris le concept? Ou... C'est j'en ai d'autres, hein, ça vous intéresse. Parce qu'ils sont tous associés à des identités. Tu sais, je fais des efforts, mais le jour où je m'achète une voiture, ben ça y est, là, je suis associé à une nouvelle voiture que j'avais pas avant. Je ne sais pas si vous êtes comme ça ou si vous êtes arrivé avec un truc neuf, un vêtement ou autre chose. Ben là, tout à coup, ma voiture, je me mets à la comparer avec celle des autres. J'ai acheté celle-là. Ah oui, mais celle-là, peut-être qu'elle aurait été mieux. Ah, peut-être que j'ai fait une erreur. J'aurais dû acheter celle-là. Quand est-ce que ça va arrêter la comparaison? Après, c'est sur notre profession. Si moi, je suis boulanger, puis que tu rencontres un autre boulanger, ben là, tu t'intéresses, évidemment. Tu fais ça comment? Ah ouais, son pain est comme ça, pas le mien. Selon nos identités, on va constamment
T'es musicien, ben, tu vas écouter quelqu'un d'autre et dire ah, moi je l'ai pas joué aussi bien, ou moi je joue nettement mieux, hein. Lui il est vraiment nul. Là, je prends plein de cas de sentiment d'infériorité. Moi, c'était vraiment ma situation où je me rabaissais tout le temps devant les autres. Il y en a, c'est l'inverse, hein. Ils se comparent, mais toujours pour abaisser l'autre. C'est vraiment l'inverse. Non, mais t'as vu comment il s'habille, c'est nul. Moi, t'as vu, c'est bien. Non. Chacun a son truc aussi, et des fois, c'est un peu des deux, on est là-dedans. Ce type de comparaison, je pense qu'on va vite comprendre que c'est assez toxique. Ça nous aide pas beaucoup, et ça crée pas un rapport énergétique sain avec l'autre non plus. C'est un rapport de jugement, un rapport de positionnement, un rapport de force, un rapport d'identité. C'est pas très sain comme rapport. Alors évidemment, on peut, et ce qu'on va discuter un peu comment on change ça. D'un autre côté, quand je réfléchissais dans le train sur la comparaison, je pense que c'est quelque chose comme bye bye les comparaisons, ou on abolit les comparaisons. Je veux dire, non, on peut pas arrêter de comparer. Parce qu'il y a des comparaisons qui sont nécessaires. C'est même des techniques professionnelles qui doivent... Il y a quand même des choses qu'on va faire, puis il faut que tu compares avec autre chose, et on pense ça, c'est-tu mieux ou pas? La comparaison n'est pas mauvaise. Il y a des comparaisons qui sont bonnes. Mais c'est qu'est-ce que la comparaison fait en moi? Qu'est-ce qu'elle va générer en moi, cette comparaison? Si elle fait que je me sens mal, que je me sens supérieur, ou que je me sens insécure, ou que je me sens hésitant, peut-être que c'est pas la comparaison que je devrais utiliser, mais autre chose. Je développerai pas parce que je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans des soirées aussi, mais on dit, ça marche bien en anglais, ça marche en français aussi, on dit qu'il y a 3 C toxiques dans notre comportement mental. Puis on dit souvent qu'il y a 3 choses qu'on pratique qui sont extrêmement toxiques. Se comparer, qui est le point de départ, qui se poursuit en général par une compétition et qui devient ensuite une complainte. Donc des reproches, des plaintes, des lamentations. Et en anglais, on dit compare, compete, complain. Ce sont les 3 C toxiques. C'est vraiment une attitude mentale qui, encore plus que la comparaison, devient encore plus toxique. On se compare, puis là après, il faut concurrencer avec l'autre, on est en compétition avec l'autre. Donc là, on est vraiment dans un rapport de force, où on veut affirmer sa supériorité, si c'est le cas. Et par la suite, ce que ça devient tout le temps, c'est une insatisfaction. Et donc l'insatisfaction, il n'y aura jamais le contentement dans la comparaison. Et cette insatisfaction ne peut s'alléger que par une plainte. C'est ça, tu te plains de l'autre, tu te plains de toi-même, ou tu te plains de la situation. Compare, compete, complain. Et on dit généralement qu'il y a 3 C qui sont bénéfiques, qui sont vraiment à l'antithèse de ça. Et ça nous aide à créer un schéma un petit peu de comment s'empoisonner versus comment s'auto-générer, si on veut, ou se donner de l'énergie. Et on dit les 3 autres C qui sont meilleurs, c'est se connecter, donc créer une connexion. Ensuite, collecter, donc recueillir, pour ensuite corriger. Connect, collect, correct. Donc ça, c'est 3 façons de faire qui sont nettement plus saines que l'autre. Parce que si la comparaison vise à m'améliorer, elle ne se fait pas dans un processus sain, puisqu'elle ne va pas développer le respect du soi. Si s'améliorer devient se corriger, et que la correction ne passe pas par une abstinence ou un empêchement ou une interdiction, mais davantage on se corrige en acquérant quelque chose de bon, ben c'est beaucoup plus sain comme relation. Mais pour ça, on dit il faut se connecter. Donc la connexion, qui est la conscience, que ma connexion avec moi-même soit saine d'abord. Comment je me connecte tout seul sans personne autour? Comment est-ce que je génère ma lecture de qui je suis? Ça, c'est très complexe, ce concept-là. C'est de juste se connecter face à soi-même. Quelle est la lecture que j'ai de moi-même?
comment je m'auto-évalue, comment je me vois personnellement, avant de me mettre en relation avec l'autre. Et si on a une connexion qui est puissante, ben, ce qu'on ressent, ce qu'on fait comme expérience souvent en méditation ou dans la vie, c'est que cette connexion amène une énergie, amène un courant. Si on branche un fil électrique dans le mur, enfin dans une prise, puis qu'il y a du courant partout, ben, il passe le courant. Puis le courant passe dans le fil, puis tu fais de la lumière ou autre chose. Et nous, si on se connecte correctement, ben, on peut à ce moment-là collecter, recueillir une énergie qui permet une correction plus facile. Ça, c'est la théorie. Je ne reviendrai pas trop parce qu'on l'a déjà un peu proposé comme schéma. Ça montre juste le contraste dans l'approche comparative versus l'approche spirituelle. Et je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes, je vous amène à un super concert avec un chanteur fabuleux et un orchestre magnifique, une salle exceptionnelle. Puis je dis, ben, assieds-toi. Puis là, je vous assois sur un siège, mais il y a un petit problème. Le siège, c'est comme un courant électrique qui passe dans le siège. C'est un peu désagréable parce que tu sais, une belle chanson toute tendre, mélancolique, puis toi, tu te ramasses un courant électrique constamment dans le derrière. Tu dis, oui, hein, c'est que ce truc... puis une espèce de décharge électrique toute la soirée. Puis après, je te demanderais, ben, t'as trouvé ça comment, la musique, c'était beau, hein? Ce sera quoi votre lecture du concert? Impossible d'apprécier ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous dérange profondément. Il y en a, oubliez le siège électrique, là, c'est davantage. Tu vas au concert, puis la personne à côté n'arrête pas de sortir un bonbon, puis regarder son téléphone, puis tousser, puis parler avec sa voisine. C'est pareil, là, tu vas demander, tu vas tellement être enragé, tu vas dire, ben, arrêtez, puis tu rates le spectacle. De la même façon, nous, on essaye de comprendre le monde extérieur, mais on est stimulé par toutes sortes de bibites intérieures qui sont vraiment les nôtres. Tous nos défauts, nos faiblesses, nos imperfections, nos poids intérieurs, etc., nos fardeaux du passé. Ça a une influence sur nous. Puis après, on dit, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'arriver? C'est un jugement complètement biaisé. Si vous avez une crampe d'estomac, mais profonde, qui peut avoir le plus beau lever de soleil au monde devant vous, vous n'allez pas l'apprécier du tout. On va juste être concentré sur sa crampe. Alors, souvent, ce qui se passe dans notre lecture de l'autre, dans notre lecture de ce qui nous arrive, dans la lecture de ce qui se passe, ben, c'est un peu influencé par la bibite intérieure parce que, à moins que je me trompe, moi, ma compréhension de ce qui nous arrive, on est tous toujours bien occupés avec beaucoup de bibites intérieures. Il y a toujours des trucs qui nous occupent l'esprit. Des préoccupations, des comparaisons, des comparatifs, des préoccupations, des références, mes opinions, mes croyances, mon goût. Quelqu'un porte un vêtement, j'aime pas son vêtement. J'ai donc une réaction émotive. C'est mon goût qui m'a affecté. Mon goût m'a empêché d'apprécier l'autre. Si la coiffure de quelqu'un ne me revient pas, j'écoute même pas ce qu'elle me dit, je juge la personne. C'est incroyable. Puis ça arrive. Ça, c'est vraiment des bibites. On a des espèces de... Il y a toutes sortes d'insectes qui se promènent dans ma tête, là, puis qui font du bruit, puis qui rugent les films, puis qui distorsionnent ma perception de ce qui se passe. Si je suis en retard, puis que je marche dans la rue, j'aurai une démarche peut-être agressive. Tu sais, je ne serais pas patient, quelqu'un bloque le trottoir, je dis « excusez-moi », puis tu essayes de bousculer. C'est juste parce que je suis occupé avec une bibite qui s'appelle « je suis en retard ». Puis la liste des bibites, il y en a. Alors, ça corrompt complètement ma lecture de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi de ce qui m'arrive, moi, à l'intérieur. Si je suis nerveux, on me demande de prendre la parole, puis je suis nerveux. J'ai du mal à avaler, mon cœur palpite, je me sens pas bien, j'ai les mains moites, je transpire dans le dos. Puis les gens te demanderont à ce moment-là, est-ce que tu t'aimes, Eric? Mais en ce moment, non. Tu n'es pas capable de te connecter avec une belle partie de toi, tu en doutes.
La nervosité va faire que je vais avoir peur de me tromper, je vais avoir peur de ne pas être à la hauteur, je vais avoir peur du sentiment des autres, de l'opinion des autres. Puis ça, une bibite en engendre une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis là, je suis pris avec mes bibites. Alors qu'en fait, si j'avais pas été nerveux, j'aurais pu me comporter très différemment puis apprécier le moment. Les gens nous disent des fois, tiens, on me donne une tâche à faire, j'aime ce que je fais, mais là, ça me rend tellement nerveux parce qu'aujourd'hui, mon directeur était devant moi quand j'ai dû faire ça. Ben, c'est dommage, c'est juste qu'à cause d'une bibite intérieure, même quelque chose qu'on est capable de bien faire, on ne l'apprécie pas parce qu'on est dérangé par ça. Alors, je fais un peu ce détour parce que l'antidote de la comparaison, c'est l'évaluation. Donc, c'est une aptitude à évaluer ce que je suis, ce qui se passe, mais pas à comparer. Comparer, c'est très différent. L'évaluation est importante. Je dois évaluer où j'en suis, qu'est-ce que je fais, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe. C'est bon d'évaluer. On appelle ça des fois discerner, reconnaître, avoir un discernement, une évaluation de... Mais le moment où ça glisse vers la comparaison, ça veut dire que j'ai troqué mon jugement personnel, mon respect de soi, pour l'influence des autres sur ce que je vais définir comme étant qui je suis. C'est-à-dire que si l'autre est super intelligent, je vais peut-être me définir comme étant moins intelligent. C'est pas une bonne identité de se dire, ben moi, je suis moins intelligent que lui. C'est pas ça qu'on demande, c'est toi, tu t'évalues comment? Point à la ligne, sans comparatif avec un autre. Et c'est là la différence que je trouve intéressante, c'est que le respect du soi vient d'un discernement sur qui je suis, sur la base d'une évaluation qui est saine. Et on part avec des principes spirituels très intéressants, et on se dit en fait, tout être est absolument unique. Donc, je n'ai pas à me comparer à quelqu'un d'autre, je suis de toute façon unique. On dit souvent à la blague que personne n'essaye de jouer mon rôle, c'est pris, c'est moi qui le joue et personne d'autre pourra le jouer. Et moi, je ne pourrais pas jouer le rôle de personne d'autre, c'est déjà pris. Il y a déjà quelqu'un qui joue le rôle de l'autre, c'est l'autre. On ne peut pas interchanger nos rôles. Et donc, chaque individu est unique. Et mon unicité, c'est ma force. Le fait que je ne suis justement pas comme les autres, c'est tout à fait normal. Et mon unicité est exactement ce que j'essaye d'évaluer et d'apprécier. Et si vous me suivez, ben si je me compare, je troque cet examen de mon unicité pour une vision comparative dans laquelle je me positionne juste par rapport à l'autre. Je me compare à l'autre. Et donc c'est comme si j'étais, je sais pas, un papier bleu pâle, puis je vois du rouge, je le mets à côté, je dis « Oh ouais, je suis plus pâle que ça. Hein. » Non, t'es bleu, ça c'est rouge. Pas besoin de comparer, c'est pas la même chose. Et j'ai besoin d'apprécier la beauté du bleu pâle. C'est-à-dire le rouge c'est beau, mais moi c'est bleu pâle. Et je vais apprendre ou réapprendre à évaluer ce que c'est qu'être bleu pâle, de reconnaître cette unicité, puis de l'apprécier, c'est tout. Mais ça, c'est une démarche, en tout cas moi j'ai trouvé très compliquée à faire. Parce que la comparaison est c'est un réflexe qu'on peut avoir facilement. Généralement, les gens ont une certaine insécurité des talons d'Achille, donc il y a toujours un secteur dans lequel ils sont un peu plus fragiles. Et c'est quand on est un peu insécure, un peu fragile, que là on a tendance à aller chercher les repères, les comparaisons. Ma réflexion, c'est de dire que la comparaison, d'un autre côté, elle est très bonne. Parce que si je dois me comparer, il y a deux comparaisons qui me paraissent utiles. La première, c'est avec mon moi ultime. Et la seule comparaison que j'oserais faire, c'est avoir une vision de ce à quoi je ressemble quand je suis à mon meilleur, puis où est-ce que je suis aujourd'hui.
Et ça, c'est une comparaison plus saine parce qu'elle m'appartient. Ce n'est pas une vision de l'autre, c'est une vision de moi-même. Et si j'arrive à me dire, normalement, je suis vraiment positif, mais aujourd'hui, je suis vraiment négatif, ben, je veux juste générer, puis on dit que c'est une comparaison, mais c'est très près de l'évaluation, ça va générer à ce moment-là un effort pour redevenir positif, mais je n'essaie pas d'être un autre, j'essaie d'être moi, mais j'essaie d'être le meilleur moi possible. Et dans ce sens-là, je trouve que cette comparaison avec soi-même, elle est valable, et on peut dire, on dit souvent d'ailleurs que notre regard soit tourné vers le soi et non pas toujours vers les autres. Il y en a, on dit souvent, ils sont très bons pour voir de loin, ils regardent beaucoup les autres et leurs défauts, mais ils sont presbytes, spirituellement parlant. Ils ne voient pas ce qu'ils ne se voient pas eux-mêmes. Ils sont pas capables de se voir eux-mêmes. Par contre, ils vont vite voir le défaut des autres. Voir le défaut des autres, by the way, c'est une forme déguisée de comparaison. La raison pour laquelle souvent on voit le défaut des autres, c'est parce qu'on cherche à ne pas voir nos propres faiblesses. C'est beaucoup plus facile de voir le défaut des autres. Et à ce moment-là, ça nous donne l'illusion que c'est l'autre qui a un défaut, pas moi. Alors, c'est aussi une comparaison, souvent déguisée. Là. Donc, de voir l'autre, de comparer, c'est la même chose. Donc, de se comparer avec soi-même, ça, c'est intéressant. Et le Raja Yoga met beaucoup l'accent là-dessus. Et on dit, l'âme existe de tout temps, elle est éternelle, et elle passe à travers des cycles. Et l'âme passe par un cycle dans lequel elle atteint sa perfection, sa pureté originelle, qu'elle perd, puis à un moment donné, dans une vie, peut-être celle-ci, l'âme sent un appel de dire « j'ai envie de regagner cette perfection ». Et là, on sent un appel pour redevenir complet. Et un jour, on a cette idée très biscornue de se dire « tiens, je pense que ça me tente de redevenir complet ». Et je dis « ça va, tu te sens bien ?» Et moi, je vais dire, j'ai eu cette expérience après avoir vu la fameuse baleine dont j'ai souvent parlé. Et après avoir vu une baleine qui m'avait vraiment marqué, la pensée qui m'était venue, c'était « je veux redevenir pur ». Et j'ai dit ça à une amie, puis elle m'a dit « de quoi tu parles ?» C'était pas à la mode à l'époque. Il n'y avait pas encore l'eau pure, le bio, on n'était pas là-dedans. Puis je lui ai dit « écoute, je ne sais pas ce que j'ai, je veux devenir pur ». Puis je n'avais jamais utilisé de ma vie ce mot-là. Pour moi, la seule connotation de pureté aurait été la prêtrise ou monastère. Je sais pas, j'aurais associé ça à une religieuse ou quelque chose de très sacré, religieux, quoi. Et là, c'était pas ça du tout. Je me disais, non, j'ai envie de devenir pur, sain. Et j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de consommer plein de choses, je voulais me lever tôt le matin, je voulais profiter de la vie. C'est venu comme ça, un beau jour, je me suis dit, ça suffit, je veux redevenir pur. Et c'était vraiment un déclenchement comme ça. Après, j'ai compris que okay, c'est pas si simple que ça. Ça aurait été plus facile de dire, tiens, je veux devenir boulanger, ça c'est plus simple. Et l'âme veut redevenir un jour, je pense. Elle sent qu'il manque quelque chose. Et on veut redevenir complet. Et dans ce sens-là, cette comparaison avec ma forme parfaite, ok, on peut faire ça. Et l'autre comparatif qu'on trouve assez sain, qui est assez ultime aussi, c'est la notion de l'eau qui circule et qui un jour est dans un étang et qui aurait l'idée d'aller se comparer avec sa source. Elle était comment à l'origine? Ça vient d'où? Et de se dire, est-ce que l'eau, là où elle est aussi pure que l'eau à la source? Et dans notre philosophie, on pense que l'âme a une référence qui s'appelle l'âme suprême, Dieu, le divin, peu importe le nom qu'on lui donne, cette énergie ultime qui, elle, est la constance. On pense qu'il existe une âme, qui est donc une âme, c'est une entité vivante, qui émet de l'énergie constamment, mais qui n'est pas incarnée, qui n'est pas dans un corps. Dans ce cas-là, c'est une âme qui n'est donc pas incarnée. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à... Puis il n'y a pas de courriel, c'est surtout ça le problème, c'est que vraiment, si on pouvait texter, moi je pense que ça simplifierait beaucoup, mais pas de texto, pas de téléphone intelligent, pas d'adresse email, donc c'est un peu compliqué la communication. Ça se fait juste par onde énergétique. Et même pas en français ou en anglais, c'est par vibration vraiment.
Et cette âme, qu'on appelle l'âme suprême, pour nous, c'est la seule âme qui est justement la référence permanente. Donc c'est la seule âme qui reste en permanence de toute éternité, pure à 100%, amour à 100%, paix à 100%, bonheur à 100%, etc. Et cette référence-là, l'âme humaine cherche un contact avec cette référence régulièrement, parce que toute âme sait que c'est ça la source. Donc, régulièrement, l'âme a la nostalgie de ce qui était à la source. Et une eau qui se retrouve un jour avec des bouteilles en plastique, puis des poissons morts, puis des déchets, cette eau, c'est normal qu'un jour elle se dit « Je sais pas, là, ça me tenterait-tu d'être pure aujourd'hui? » Cette eau-là, sale, à un moment donné, elle va vouloir refaire l'expérience de son état originel de pureté. Et c'est là où on estime qu'une connexion avec la source, l'origine, avec le suprême, devient intéressante. Mais chacun a une relation personnelle. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux individus qui vont se connecter de la même façon. Chacun a un rapport unique. Si je prends l'exemple un peu ridicule de, je sais pas, quelqu'un au hasard comme ça, Roger Federer, vous connaissez? Un joueur de tennis. C'est Sommité ou une Céline Dion ou peu importe qui vous voulez, choisissez votre héros ou héroïne. Quelqu'un d'admiratif, enfin qu'on admire, célèbre, qui a des grandes qualités. Il n'y aura jamais deux personnes dans son entourage qui pourra dire avoir exactement la même relation avec cette personne. Cette personne pourra dire j'ai une centaine de bons amis, là, vraiment des bons amis, mais chaque ami, ou même si elle disait j'en ai juste 10, les 10 amis auraient une relation unique avec cette personne. Est-ce qu'on est d'accord? Très pas. Chacun est, même dans les relations, on ne peut pas avoir deux. Les personnes ont tous des relations uniques avec un individu. Peu importe la célébrité de cet individu. Et donc la relation avec la source, c'est ça qui est intéressant, elle est unique. Et elle se vit de façon unique. Et certains vont aller chercher dans la source, évidemment, la fibre qui leur correspond le plus, puisque dans notre philosophie Raja Yogienne, on dit ce que j'ai en moi vient en grande partie de ma relation avec cette source. Et c'est comme s'il y avait un supermarché avec un nombre infini d'aliments, que chacun va au supermarché et dit « Ah, ça, j'aime ça ». Puis il repart avec quelque chose, puis il devient cette chose. Puis les gens disent « Hey, c'est beau ce que tu as. Hein? » Puis un jour, on oublie que « Ben non, je l'ai pris au supermarché. C'est devenu mon image corporative, mon image personnelle, mais je l'ai prise au supermarché. » Et on pense que chaque âme a connecté un jour ou l'autre avec ce supermarché spirituel. Il a retrouvé quelque chose qui l'a vraiment attiré. De ça, c'est ça que j'aime. Voulant dire, c'est ça que je suis. Et cette fibre a donné toute l'amplitude à ce que je suis. Puis aujourd'hui, on dit, voilà ce que je suis. Puis nous, on dit, non, c'est bien, mais ça vient de quelque part. Et si on retourne voir cette source, on va se rendre compte que, tiens, il y a vraiment une abondance dans des choses spécifiques que moi j'aime. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus attirés par la paix que par le bonheur. Des gens vont nous dire, moi, qu'est-ce que tu préfères, la paix ou le bonheur? Si on avait à choisir. Juste là, il y a un choix qui se fait. Il y a des gens qui sont plus du type paix, silence, calme. D'autres qui sont beaucoup plus du type bonheur, fiesta, je m'amuse, j'aime ça. Puis il y en a d'autres, c'est l'amour. Puis il y en a d'autres, c'est autre chose. Et cette relation qu'on entretient avec la source, elle est personnelle, elle est unique. Alors au lieu de se comparer avec d'autres, ce qu'on essaye de faire en spiritualité, c'est de s'évaluer dans son potentiel et dans sa relation avec la source. Et on va même jusqu'à croire que l'âme, si elle doit se comparer, ben qu'elle se compare à Dieu finalement. Et moi je vous dirais que la plus grande motivation que j'ai eue dans ce chemin spirituel, c'est quand j'ai des expériences d'amour tellement fortes que je sais que c'est pas moi, mais je fais l'expérience d'un amour divin, appelez-le comme vous voulez, l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour pur, puis de sentir combien ça me fait du bien et comment cet amour m'est donné alors que je suis finalement pas mal imparfait.
Et ensuite, moi, je me dis, ben, si je dois aimer les autres, pourquoi je n'essaierais pas de reproduire ce genre d'amour? Un amour pur, un amour sans jugement, un amour tellement fort que, moi, je l'ai reçu, pourquoi c'est pas ce genre d'amour que je donnerais aux autres? Si je vois que l'être suprême ou la source exprime une paix vraiment noble, digne, inspirante, pas une paix soporifique, mais une paix inspirante, tendre, peu importe comment chacun va la définir, ben moi ça va m'inspirer à me dire, ben si je veux être paisible, ça va être ça ma référence. Pas un autre être humain. Alors, des êtres humains, plutôt de se comparer, j'aime plutôt l'expression s'inspirer. On peut s'inspirer. C'est très bien de voir la qualité des autres. C'est très bien de souligner, waouh, cette personne elle est tellement... Tout à l'heure, moi, je me disais, Anne-Christelle, elle est vraiment bonne, j'aime bien ses commentaires. Mais honnêtement, j'ai pas eu la pensée de le comparer avec moi, sauf à la fin, quand je me dis, ah, c'est drôle, c'est le thème. Puis que là, je me suis dit que peut-être, en effet, il y a quelques années, je me serais comparé à ça. Mais c'est beau de reconnaître la beauté de l'autre. C'est bien de voir les qualités de l'autre. C'est beau de... Nous, on dit chanter les louanges des autres. Si on veut harmoniser nos relations avec les autres, on dit pratiquons. Honnêtement, c'est un exercice qu'on peut faire des fois en spiritualité. On dit prenez le temps en méditation de penser par exemple à tous les membres de votre famille. Puis vous dites ok, là je vais faire une méditation, rinçage, lavage, essorage, séchage de ma famille. On va laver ma relation avec la famille, on va mettre ça dans la laveuse sécheuse. Alors ça commence très simple, faites venir tous les gens de votre famille devant vous. Imaginez épouse, enfants, époux, parents, frères, sœurs, neveux. Bon, à un moment donné, il faut arrêter là, parce que ça peut être assez étendu. Famille proche. Puis là, vous allez faire un exercice, maintenant, en écoutant. Vous allez regarder chaque individu un par un. Puis en regardant un membre de votre famille, vous devez émettre du fond du cœur l'idée, ah, toi là, t'es tellement comme ça. Évidemment, qualité, hein? Pas de défaut, ce serait pas une méditation, ce serait une mauditation. Alors, on ne fait pas ça, nous, de la maudire les gens, on ne fait pas de la mauditation. Méditation. Donc, on voit la personne, puis on va chercher juste une spécialité de la personne, qui est vraie, authentique, qu'on apprécie chez l'autre. Trouvez la spécialité qui vous plaît le plus chez cet individu. Et là, on fait une méditation, tu vois la personne, puis dans moi, mes méditations, tout le monde sourit. La personne qui est devant vous a un beau sourire, vous avez un sourire, puis vous dites à l'autre, toi, t'es vraiment un océan d'amour, hein, c'est vraiment... moi, si je pense à ma grand-mère, c'est ça que je vais penser. C'est le geyser d'amour. Voilà, je l'appelais, t'es le geyser d'amour de la famille. Après, juste 30 secondes. Puis après, tu passes à l'autre, ta sœur, ton frère. Ah non, toi, t'es toujours intéressé au bien-être des autres. Hein. Toi, tu te préoccupes que des autres. T'aimes ça que les autres soient bien. Puis faites le chapelet. Vous voyez, si vous êtes rapide, ou si vous êtes là, on dit, bon, toi, ouais, c'est quoi? Si ça vous prend une demi-heure à trouver une spécialité pour quelqu'un, il y a peut-être un problème. Je ne vous souhaite pas. Mais essayez ça. Et si vous tombez sur un individu de la famille que vous détestez, ce qui pourrait être le cas, ou que vous n'appréciez pas énormément, il faut l'inviter quand même. Et là, il faut prendre un temps même particulier avec cette personne. Honnêtement. Puis d'avoir ce regard bienveillant. Puis de dire, toi, ce que j'aime chez toi, c'est ça. Ça, tu as vraiment cette qualité. Et on appelle ça chanter les louanges des gens qu'on aime, qui nous entourent. Puis si on fait ça de façon un peu répétitive, je vous mets au défi de faire l'expérience plusieurs fois, puis de vérifier qu'est-ce qui va se passer dans votre relation avec l'autre. Je suis prêt à parier 3 pièces musicales interprétées par Eric, là, que c'est comme ça. La relation va changer. La fois où vous allez rencontrer la personne physiquement, même si vous l'aimez, vous allez l'aimer différemment. Encore mieux, de façon encore plus libre, de façon encore plus bienveillante. Il n'y a aucune comparaison. Parce qu'on admire, on chante les louanges, on voit la spécialité des autres. Et étonnamment, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir la spécialité de tout le monde. Puis je vous propose de vous identifier après, de vous dire comment vous vous sentez après ça. Puis vous allez voir, si vous ne vous êtes pas comparé une seule fois, vous avez juste fait
Waouh, cette personne est comme ça. Ah, celle-là, j'aime bien. Vraiment, ça, c'est sa spécialité. Celle-là, c'est sa spécialité. Après avoir fait ça, s'il n'y a pas eu de comparaison, évidemment, puis quand on se regarde soi, vous allez vous approcher comme si vous alliez vous rencontrer avec un amour énorme vous-même. Puis vous allez vous dire, puis moi, je m'aime pourquoi? C'est quoi ma spécialité à moi? Vous allez voir que le regard qu'on va porter sur soi-même à ce moment-là est tellement intéressant, tellement différent. Puis il n'y a aucune comparaison. C'est juste une évaluation, juste une reconnaissance de ce que chacun porte en lui ou en elle, qui m'inspire ou qui m'invite à ne pas du tout mélanger ce que moi je porte, qui est unique, et qui je suis, qu'est-ce que je suis. Et cette évaluation de soi, cette estime de soi, on la développe continuellement dans le regard qu'on porte sur soi, mais aussi dans le rééquilibre du regard qu'on porte sur les autres. Et de refaire le même exercice ensuite, d'être capable d'aller voir l'appartement de quelqu'un d'autre, puis de se demander qu'est-ce que je vais faire comme évaluation si ce n'est pas une comparaison. D'être capable de dire hey, « j'aime beaucoup ton appartement ou ta maison, pourquoi ?» Puis d'être capable de bien souligner ce qu'on apprécie ailleurs en n'ayant aucunement le sentiment qu'on voudrait l'avoir chez soi. Et ça, c'est l'appréciation sincère des autres, de ce qui nous arrive, avec une lecture saine de soi-même. Pour le vivre dans le moment présent, une fois j'avais fait cette expérience dans laquelle j'avais eu un tel moment de bonheur que c'est seulement après coup, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et honnêtement, j'avais cette expérience sur mon balcon à 11h le soir, comme ça, sans préméditation, d'un état que j'aurais identifié vraiment comme étant la félicité, la béatitude, félicité totale. Puis après coup, je me suis dit, pourquoi j'ai vécu ça? Et je me suis rendu compte que ce qui s'est produit, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument pas l'impression de vouloir prolonger le moment, absolument pas le sentiment que c'est tellement rare ce moment-là, ou que ce serait tellement bien qu'il y en ait d'autres. Donc ne pas vouloir le reproduire, ne pas vouloir le prolonger, et ne pas regretter le fait qu'il ne soit pas là. Et je me suis dit, ah, ok, dans ce sens-là, c'est ça qui définit le moment présent. Et la relation à l'autre, quand il n'y a pas de comparaison, c'est la même chose. Non pas, ah, mais si j'étais comme ça, ah, si j'avais ça, ah, si c'était comme ça. Et non pas, et ce serait bien si je pouvais en avoir plus, ou si ça pouvait être plus longtemps, etc. De ne pas avoir ces rapports de quantification, de qualification par rapport aux autres, mais juste d'évaluation simple, que l'autre est unique, moi je suis unique. Et cette vision de soi est beaucoup plus saine à mon avis que se perdre dans les sentiments émotifs liés à la comparaison. Ça a-tu un sens, comme on dit, ou comment vous réagissez à ça, ou qu'est-ce que vous en pensez? Sans se comparer, hein. Je suis pas tout seul à avoir tendance à se comparer un peu, ou non? Est-ce qu'il y en a qui se comparent jamais? Ça existe peut-être, hein, je ne sais pas. Qui n'ont jamais tendance à, même subtilement. Ou... Qu'est-ce qui veut que si on se compare, pas négativement, mettons que pour les enfants disent, oh, ben, tu sais, on est dans la maison, on a 15 TV, puis moi je leur dis, écoute, on a une petite maison, on est bien, on regarde une télé ensemble. Tu sais, j'ai souvent cette comparaison-là où on dit, on vieillit, bon, on a des bobos, mais tu sais, je me dis, on est chanceux de vieillir. Tu sais, il y en a qui sont terrifiés d'avoir 60 ans, mais moi, je me dis, à chaque année qu'on a une année, on est chanceux de l'avoir. Exactement. Alors moi, j'ai souvent ce genre de comparaison-là. Est-ce que vous dites que ce sont des comparaisons qui vous sont présentées, d'autres qui vous disent ça, ou c'est vous qui vous dites ça? C'est des gens qui vont dire, bon, regarde, on vieillit, on a 60 ans. Vous entendez les autres dire ça? Puis moi, je dis toujours, ben, moi, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux chaque fois qu'on a un an, de plus, parce que... On va juste vous donner le micro, comme ça, tous nos amis en ligne vont pouvoir vous suivre. C'est ça, c'est une comparaison. Des fois, je me dis, est-ce que c'est comparé pour se consoler? Je ne le sais pas, là, parce qu'en réalité, c'est ça, cette comparaison-là. Tu sais, les gens disent toujours, ah, ben, pourquoi toi, tu n'as pas une belle auto?
mettons, mes enfants me disaient, ben, tu te promènes avec une Dodge Caravan, tu pourrais avoir une belle auto. Mais ça m'importe pas. Mm. Tu sais, alors, tu sais, parce que mes enfants, des fois, des parents ont des Mercedes, avaient des ci, des ça, mais c'est pas important. Ça m'emmène du point A au point B. Puis pour moi, ben, j'en ai pas de besoin. Tu sais, dans le fond, les gens veulent toujours plus, plus. Mes enfants ont compris, ben, ils sont rendus à 35 ans, là, mais je veux dire, ils ont compris que finalement, quand on est bien avec ce qu'on a, on n'est pas obligé d'avoir une plus belle TV, une plus grande maison, une plus belle auto. Enfin, je sais pas si c'est parce que moi, je suis faite comme ça ou... Enfin, Non, mais c'est bien, vous décrivez la résistance à la comparaison, alors. C'est Oui. d'autres qui vous invitent à se comparer, puis vous qui n'allez pas dans ça, quoi. Non, non, puis mes enfants sont comme moi, sont contents avec ce qu'ils ont, même si les gens ont beaucoup plus ou sont plus avancés, ben ils ont appris à apprécier ce qu'on avait, en fait, là, qui fait que des fois, je me dis, ben regarde, il y a pire, tu sais, on se plaint de beaucoup de choses, mais en réalité, si on regarde autour, on devrait se taire là, avec ça, là. Vraiment. Moi, c'est plus au comparatif que... Donc, non, ben, c'est ce qu'on décrit, hein, c'est ça l'attitude plus saine, ne pas tomber dans la comparaison, mais être plutôt dans l'évaluation de ce qu'on a Mhm. et de reconnaître son bien, son unicité. Donc, c'est tout à fait dans ce sens-là que Parce que je je disais que pensais c'est peut-être pas... comparer, consoler, tu sais, c'est-tu négatif ou ça dépend de comment est-ce qu'on l'emploie, je suppose? Dans le sens où, ça, ce que vous décrivez, c'est que ce sont des autres qui vous confrontent à la comparaison. Oui. Donc, là, comment on réagit quand d'autres essayent de venir nous chercher en disant, ben voyons, t'as juste une Toyota, coudonc, c'est cheap. Ce serait bizarre comme attitude d'un autre de faire ça, mais... Ben, il y en a. il y en a qui font, il y en a qui le font, il y en a qui le Ben font. oui, mais... Non, mais moi, c'est je ce me que vous dis- décrivez, c'est ce que je proposais aussi, de ne pas se laisser aller dans la comparaison, mais plutôt de s'évaluer, d'apprécier ce qu'on a. Mm. Ensuite, c'est aussi, ça c'est souvent dans des niveaux matériels qu'on est confronté à ce genre de relations. Après, c'est, mais qui je suis, moi, dans ce que j'ai? Mm. Parce que c'est pas juste de s'identifier, de s'évaluer en fonction de ce qu'on a, bien sûr, Mhm. mais je dirais l'étape la plus intéressante par la suite, c'est de voir, c'est quoi mes valeurs qui me définissent. Donc, peut-être que oui, j'ai juste une télé, puis c'est bien, puis c'est en famille. Pourquoi j'ai fait ce choix? Puis quelle valeur est-ce que j'essaye de vivre Mhm. dont je vais être fier? Parce qu'en fait, son estime de soi ne vient pas de cette consolation. Mhm. L'estime de soi vient de l'évaluation de qui je suis à travers ça. Ouais. Sans comparer où vous êtes stationné, personne n'est stationné dans les zones interdites. Ah oui, c'est ça, là, il donne un petit signal. Mais j'aurais demandé de nous avertir à 8 heures pour qu'on puisse méditer aussi. Hein. Attends, on va te donner le micro aussi. Hein. Ouais. Pour moi, la comparaison, elle est inévitable. Mhm. On ne peut pas ne pas se comparer, sauf que, par exemple, il faut être réaliste. Ok, je me compare, oui, c'est très beau, ce qu'elle a, ou ce qu'il a, ou ce qu'il est devenu, etc. Oui, pourquoi pas moi, mais je ferai rien, je suis réaliste, j'ai pas les moyens, c'est pas grave, ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de complainte. Mhm. Mais la comparaison, Mais c'est c'était une plus une comparaison comparaison. saine, enfin. Si on Mhm. fait la comparaison dans le web, on se dit, ah, c'est Mhm. quelque chose que j'aurais voulu avoir. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de compétition. On s'en va pas vers la complainte. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est pour ça que je disais au début, la comparaison, elle n'est pas mauvaise. C'est pas mauvais la comparaison. C'est juste que qu'est-ce qu'elle devient. Si elle me fait sentir mal, si elle me donne le sentiment d'être inférieur, c'est là où je pense qu'il y a un problème. Hein. Moi, j'ai vécu ça, mais j'arrivais pas à arrêter. Et quand je voyais que l'autre avait ça ou était comme ça, j'avais pas la force de me dire, c'est bien d'être capable de se dire, ok, ça c'est ça, moi je suis comme ça, c'est bon. Mais si ça marche pas comme ça, et si on devient tout à coup, ouais, je me soigne. Oui. Le sujet est très intéressant parce qu'on vit dans une société automatiquement, on se compare, mais ça fait beaucoup réfléchir à soi-même où on est rendu. Et du début, tu as dit que c'est vraiment ce qui compte à l'intérieur, c'est comme l'ego qu'on se débarrasse petit à petit. C'est pour ça qu'on est là ce soir, en cherchant où on est. Mais actuellement, je suis en train de vendre un grand duplex et c'est extrêmement
je sens comme une pression des gens qui viennent visiter. Vous en allez où? Vous partez où? C'est toujours... Et quand je mentionne que je cherche plus petit un condo, même une chambre, ça ferait mon affaire. C'est comme... je sens que je vais contre leur idéaux, ça se pouvait. Et près de ma famille, c'est pareil, et de mes enfants aussi. Alors, mais ça me dérange. On dirait que le fait d'être acheminé dans tout ça, ça me dérange beaucoup moins. C'est comme j'ai une carapace, et je sais déjà quand les gens vont me poser ces questions-là, et rien que l'agent d'immeuble, à chaque fois, il dit, vous êtes sûr qu'on ne vous cherche pas autre chose? C'est comme, au moment donné, on va le décider, mais ça ne sera pas plus grand, ni plus luxueux, ni rien. Et ça veut dire c'est parce que vous êtes clair oui, avec vos valeurs, oui, avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes. Donc vous exprimez bien le sentiment que même si les gens, ou qu'il y a une pression, encore une fois, de vivre un sentiment d'infériorité à cause de la comparaison, en voulant dire plus petit c'est loser, vous abondez pas là-dedans, quoi. Oui, mais je me sens comme que vraiment il y en a eu un acheminement à l'intérieur de moi, parce qu'avant ça me dérangeait ces questions-là, parce que je disais mais pourquoi je dois répondre à leur attente à eux? Moi, ça fait mon affaire. Et là, je suis rendue au que je dis plus rien. Je dis on verra. Ça m'a sauvé. Cette réponse-là, c'est que pas besoin de donner d'explication. On peut leur dire, peut-être qu'intérieurement, extérieurement, j'aurais peut-être qu'un 1,5 ou 2,5, mais intérieurement, j'habite un immense palais avec énormément d'espace. Oui, moi, je compare, mais dans mon expérience de vie, j'ai jamais comparé moi à quelqu'un d'autre parce que chacun nos expériences. Mais qu'est-ce que j'ai beaucoup de tendance à comparer moi avec moi de hier. Et j'ai beaucoup de difficultés de accepter moi aujourd'hui parce que je sens que moi de hier c'était mieux. Et comment ça j'ai rendu de aujourd'hui. Et j'ai un dilemma de... As-tu une relation avec toi et toi demain? Non? Ah, peut-être qu'il peut essayer d'intégrer une troisième personne. Peut-être que ton toi de demain va venir sauver l'équation, puis peut-être, parce que pour moi, le moi de demain, il est justement porteur d'espoir, il est porteur de possibilités. Celui de hier, il est passé. Celui d'aujourd'hui, il est déjà presque passé aussi. Mais celui de demain, il arrive. Donc, peut-être intégrer une troisième comparative. Rentrer une danse à trois plutôt que le tango, c'est peut-être une danse à trois. C'est le présent qui prépare le futur, mais ça dépend ce que tu regardes dans le futur, ça va déterminer aussi ton présent. Si je vois l'horizon, si je vois l'arbre qui est devant, je vais peut-être commencer à partir vers la gauche pour éviter de foncer dans l'arbre. Donc, on vit le présent, mais on regarde dans le futur. Puis, on laisse le passé au passé. Mais c'est une idée comme ça. Dès qu'on fait passer le cornet de crème glacée, là, tout le monde aime le cornet de crème glacée. C'est très populaire. Vous voulez qu'on médite quelques minutes avant de vous laisser? Ah, peut-être, oui, s'il y a des lignes. Si ça a mordu à la ligne, c'est bien ça. Il y a Carmen Duchesneau qui partage plus on apprécie ce que l'on a et moins la tendance à la comparaison se fait. Pierre-Olivier Guimond, est-ce que l'inspiration ne serait pas une forme positive de comparaison? C'est ça, ouais. D'être inspiré ou influencé positivement par les autres. Oui, c'est juste que c'est un muscle difficile parce que des fois, être inspiré, on dit impressionné, la marge est délicate. Et moi, je dirais c'est sain si on est inspiré. Si on est impressionné, on est encore on s'abîme encore l'estime de soi, puis on est encore dans l'ego et dans la comparaison. Si c'est une vraie inspiration, c'est bien. Mais si c'est être impressionné, on dit être impressionné par un autre, c'est la même force que de rejeter l'autre. C'est les mêmes dynamiques.
Donc, c'est être encore allergique ou accro à. Donc, c'est une relation. Mais oui, l'inspiration, c'est bien. J'essaye, moi, c'est ce que j'essaye de faire, d'accepter d'être inspiré par ce que les autres ont, leurs talents, leurs qualités, leurs vertus. Mais l'inspiration permet une indépendance aussi. Je suis libre, je peux être inspiré, mais je reste libre d'être ce que je suis. C'est justement, ça résonne aussi. Quand j'ai commencé la guitare à 11 ans, j'ai écouté la musique de Django Reinhardt. Ça m'avait tellement inspiré. Ouais. Les grands guitaristes m'ont inspiré. Puis là, après, je me suis lancé. Mais souvent, quand j'ai donné des cours de guitare, il y en a qui commencent la musique et déjà en partant, il y a un écouteur, je pourrais jamais faire ça, moi. C'est une comparaison, tu sais. Mais l'inspiration... Moi, si je m'inspire de Federer, je peux aller jouer le lendemain. Si je me compare à Federer, je change de sport. Je vais faire autre chose. Bon, ben, content d'entendre et de partager des idées. Alors, comme toujours, hein, on s'invite tous à réfléchir là-dessus, moi le premier, et de voir comment on réagit demain ou ce soir aux premières interactions avec autrui, avec autre chose. Puis ça, c'est juste d'avoir une petite attention, puis de faire attention à ça, et de se remettre après dans un système d'évaluation sain, avec des valeurs, et briller par son unicité, et non pas s'éteindre en se comparant aux autres. Commencer en mettant l'attention sur le corps et la respiration. Comme si mon corps avait son propre chant. Le souffle, le battement du cœur. La vie physique a son rythme, sa cadence. Et intérieurement, j'ai le rythme des pensées, amplifié par les sentiments. Et j'aime reprendre le contrôle de mes pensées, diriger mes pensées, choisir mes pensées, jouer avec mes pensées. Chaque pensée compte. Chaque pensée est comme un pas qui me fait avancer. Et quand la pensée est connectée au soi véritable, à ce que je suis véritablement, non pas physiquement, mais spirituellement. Je vois la pensée qui émerge de l'âme. Elle vient pas du cerveau, mais elle vient de l'âme. Et si je prends la pensée, je suis en paix avec moi. Je suis en paix avec moi.
Je me rends compte que la pensée a un écho. J'apprends à garder cette pensée et l'approfondir. Je suis en paix avec moi. Je suis en paix avec moi. Et je vois comment cette pensée s'infuse. Elle prend de l'amplitude. J'en deviens conscient. Je comprends mieux ce qu'elle veut dire. Et j'essaye de la vivre, de la sentir. Je suis en paix avec moi. Ça veut dire que je me regarde et je reste en paix. Et que je fais la paix avec tout ce qui est en moi. Je suis en paix avec moi. Une pensée toute simple, mais qui a un pouvoir de guérison. Une pensée qui devient un pouvoir. Je suis en paix avec moi. Comme si le moi commençait à réagir. Je suis en paix avec moi.
Ça va, je vois que tout le monde sourit, c'est bien, c'est bon signe. Êtes-vous en paix avec vous-même, ça va? C'était clair, hein, Jamais pensé à ça comme de cette façon en méditation, je trouve ça intéressant. Juste au cas où, à compter de ce vendredi-ci, je vais animer 3 vendredis soirs en anglais sur la relation et l'harmonie dans les relations. Donc ceux qui sont intéressés en anglais ou qui ont des amis anglophones, on n'a pas énormément de programmation anglaise, mais ça sera le cas vendredi, donc 3 vendredis de suite. Et un intensif du cours de Raja Yoga. Il faut avoir pris le cours de méditation au préalable, et c'est Christine qui va le donner, donc 2 dimanches de suite, à compter du 17 mars, donc cette semaine, 17 et 24 mars. Voilà. Et sinon, très pratico-pratique, si jamais quelqu'un est garé juste devant, j'ai vu qu'il y a une belle voiture garée sur le coin Saint-Denis, je prendrai bien votre place. Je dois bouger ma voiture et je sais pas si quelqu'un est garé quelque part de façon légale. C'est toi? J'ai cru voir juste devant ici. J'allais prendre ta place. J'ai fait le tour 4 fois, et puis j'ai dit, bon, c'est pas ma journée, je rentre chez moi. Puis je me suis arrêtée. Ah, quelqu'un ne part pas. Wow. À retenir, hein? Essayez après 2 tours. Plutôt que 4, tu sais, après 2 tours, je rentre chez moi, voir s'il y en a un autre qui se libère. Mais c'est à cause qu'ils font des travaux. Hein. Alors, il y a tout, déneigement, travaux, mauvais sort, l'âge de fer, tout concorde pour créer des circonstances compliquées. Ok, Om Shanti, bonne soirée, bonne semaine.